Y a-t-il trop d'impôts en France? C'est une question facile, évidemment. Je vous souhaite la bienvenue aux entretiens de la présidentielle. Notre invité aujourd'hui est Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, et également président du parti Reconquête. Contribuables Associés est une association qui regroupe 350 000 membres à travers la France, 350 000 Français, qui se battent pour retrouver une gestion saine de notre économie, pour lutter contre les dépenses publiques, lutter contre la pression fiscale et supprimer les gaspillages d'argent public. Si vous voulez en savoir plus sur notre association et nous rejoindre, vous pouvez aller sur notre site internet touscontribuables.org. J'en profite pour remercier nos membres qui nous soutiennent, mais aussi qui nous ont envoyé de très nombreuses questions qu'ils souhaitent poser à Éric Zemmour. Et aujourd'hui, nous soumettrons un certain nombre de vos questions à notre invité. Sans plus attendre, je cède la parole à Bartholomé Lenoir, directeur de Contribuables Associés, et je vous souhaite un bon entretien. Bartholomé Lenoir, Éric Zemmour, c'est à vous. Merci beaucoup Alexandre. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous qui êtes présents aujourd'hui. Je voudrais commencer par une question très simple, mais pour laquelle, ici, chez Contribuables Associés, nous avons une réponse très définie, ou une réponse en tout cas favorite. Y a-t-il trop d'impôts en France? C'est pas une question, c'est une question facile. Évidemment. C'est devenu même... c'est même plus, d'après moi, je pense que c'est même plus une question. On pouvait jadis discuter, philosopher sur le poids respectif de la dépense, de la recette, etc. Dire qu'il y avait des bonnes dépenses, il y avait des impôts utiles, etc. J'ai l'impression, que même cette discussion philosophico-politique est désuète. Tellement le poids des impôts, des charges et tout, c'est alourdi. Je donne toujours des points de comparaison simples. Un très connu, Giscard disant, quand on arrivera à 40% de prélèvements obligatoires, on sera en socialisme. On est à 47%. Un autre exemple beaucoup moins connu quand on me demande qu'est-ce que je pense du libéralisme, est-ce que je suis libéral, pas libéral, etc. Et je donne cet exemple assez simple que m'a raconté Chirac. Il était jeune ministre du budget, on est en 68, De Gaulle prend le train pour les Jeux Olympiques de Grenoble, c'est de circonstance. Et sur le quai de gare, De Gaulle lui dit « Dites-moi Chirac, à combien sommes-nous de prélèvements obligatoires ?» Et évidemment, le jeune Chirac balbutie, hésite. Il a quand même le général De Gaulle en face de lui. Et il finit par lui dire « Mon général, 33%. » Et De Gaulle le regarde, il faut imaginer en train de monter dans le train, et De Gaulle le regarde et lui dit « C'est très bien Chirac, que ça reste comme ça. » Cette histoire me fait toujours rire comme à vous, parce que pour deux raisons. D'abord, évidemment, Chirac savait mettre en scène cette histoire, et il était le roi de l'autodérision, donc c'était assez drôle. Et surtout sur le fond. Ouais. Aujourd'hui, les libéraux pur sucre vont dire « Ah, mais le général de Gaulle, c'était un dirigiste, c'était un colbertiste. » Ah oui, peut-être, mais il y avait 33% de prélèvements obligatoires. Donc évidemment, on pouvait dire... C'est pour ça que j'ai entamé cette discussion. On pouvait discuter philosophiquement. Oui, l'État doit intervenir, pas intervenir. On pouvait discuter des heures et des mois. Mais il y avait 33% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que la question de l'impôt ne se posait pas. Voilà, ça c'est vraiment comme préambule, parce que je pense que remettre en perspective n'est pas inutile. Donc oui, évidemment, nous sommes vraiment submergés, écrasés d'impôts, de taxes, de charges sociales. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Il y a deux sources, selon moi, majeures. Un, les dépenses publiques. Deux, les dépenses sociales. Dans les dépenses publiques, on peut parler effectivement d'accroissement de dépenses de l'État et du nombre de fonctionnaires. Je dirais que le plus important, c'est quand même le produit de la décentralisation des 40 dernières années, qui a considérablement alourdi
le poids des charges, etc., le poids des fonctionnaires, etc. Alors, évidemment, l'État aussi a sa part, hein, mais je pense que là, on est vraiment... Et deuxièmement, alors pour moi, c'est le plus essentiel, ce sont les dépenses sociales. Vous savez qu'on est recordman du monde des dépenses sociales. On est à plus de 800 milliards de dépenses sociales. C'est quelque chose, on n'arrive même pas à concevoir ce que ça représente. Les dépenses sociales viennent essentiellement d'une double évolution. C'est-à-dire que, je vous citais le général de Gaulle, à l'époque du général de Gaulle et encore sous Pompidou, il y avait un système social qui reposait sur les contributions. C'est-à-dire qu'il y avait, on payait des charges sociales et en échange, il y avait des contributions, la retraite, l'assurance maladie, etc. Et depuis les années 70-80, on a démultiplié les allocations en dehors de ces contributions. D'ailleurs, on a même inventé un impôt, la fameuse CSG, pour payer tout ça. Et par ailleurs, on a ouvert notre système social au monde entier. On a ouvert nos prestations sociales dites de solidarité nationale au monde entier. D'ailleurs, quand vous voyez les cours aujourd'hui, j'ai eu la curiosité de voir ça dans le livre d'économie de ma fille. Il vous explique que la solidarité nationale, c'est avec tous les gens qui sont en France. En fait, il n'explique pas. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Ouais. C'est ça qu'on leur apprend aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, ils se contredisent dans le même texte et ils citent une phrase de Pierre Laroque, vous savez, le fondateur de la Sécurité sociale, qui dit la Sécurité sociale, c'est pour les Français. Et après, dans la définition donnée par le livre, ils disent la solidarité nationale, c'est pour tous les gens qui sont en France, y compris les étrangers. C'est très intéressant comment on apprend aux enfants. Et donc, moi, il y a deux solutions avec ça. Pour la prestation sociale, il y a ceux qui, à droite, ont longtemps dit on va réduire le système social pour tout le monde. Pour tout le monde. Et ça donne François Fillon. Et puis, il y a la gauche qui dit on s'en fout, on s'endette, de toute façon, on paye avec la dette et ça va très bien. Moi, je ne prends ni la première méthode ni la seconde. Je passe par la solidarité nationale doit redevenir nationale. C'est-à-dire que les prestations non contributives de solidarité nationale, RSA, allocation logement, minimum vieillesse... Uniquement pour les Français. Exactement. Ça, c'est, d'après nos calculs, c'est 20 milliards d'économies. C'est important. Bon. Par ailleurs, pour la dépense publique propre de l'État et des collectivités locales, je pense qu'il faut non pas... comment vous dire, aller dans l'habituelle course à l'échalote, j'enlève 100 000 emplois publics, 200 000 emplois, 300 000, vous vous souvenez, pendant la primaire de la droite en 2016, c'était à celui qui supprimerait le plus d'emplois et finalement, personne ne l'aurait fait d'ailleurs, et Emmanuel Macron ne l'a pas fait plus que les autres. Je pense qu'il faut une méthode. C'est-à-dire, on ne va pas, parce que cette discussion des emplois publics à ABC est vaine, d'après moi, parce que tout le monde vous dit « Ah oui, mais vous allez supprimer les postes de policiers, ah oui, mais vous allez supprimer les postes de magistrats, ah oui, mais vous allez supprimer les postes d'infirmières », tout ce dont on manque. Et donc, ça ne réglera rien. Donc, je pense qu'il faut au contraire une méthode qui après l'élection, on fera appel à la Cour des comptes, qui établira un diagnostic de toutes les dépenses en trop, de toutes les dépenses superflues. D'ailleurs, vous pourrez aider puisque vous avez manifestement participé, vous avez fait le travail d'avance. Donc, ils pourront eux aussi, comme moi, lire votre livre. Et ensuite, nous devrons traquer toutes les dépenses inutiles dans l'État et je finis simplement, et pour les collectivités locales. Là, nous devrons, par exemple, rétablir la règle qui avait été établie par Nicolas Sarkozy d'un conseiller territorial qui soit à la fois conseiller régional et conseiller départemental. Vous voyez, pour faire des économies, nous devrons aussi, par exemple, interdire les cofinancements qui sont source de gaspillage et de confusion. Et nous devrons également redonner beaucoup de compétences aux maires, car en fait... C'est d'ailleurs le grand paradoxe de la décentralisation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit on va remettre le pouvoir le plus près
de l'administrer. C'était, après tout, pas une mauvaise idée. Mais finalement, après, on a tout de suite enlevé, à force de communautés de communes, on a tout de suite enlevé ses responsabilités au maire. Ouais. Donc ça a été un marché de dupes. Donc moi, et en plus, c'est le maire finalement, et on a parlé beaucoup en France, on s'est beaucoup baladé en France, et on voit bien que ce sont les maires qui sont les plus économes des deniers publics, si j'ose dire, puisque ils sont au plus près du terrain. Voilà, en gros, la philosophie générale. Est-ce que je peux, parce que vous avez évoqué la Cour des comptes, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup ici chez Contribuables Associés. Il y a un problème, c'est qu'on se rend compte à la Cour des comptes qu'il y a énormément de dépenses en trop, de gaspillage. On a des rapports, comme le dernier rapport annuel qui vient de sortir la semaine dernière, et de l'autre côté, on n'a pas d'effet de tout ça. Et je voudrais vous demander une question, c'est est-ce que vous allez créer des mécanismes de contrôle, des choses qui puissent assurer, si vous voulez, qu'il n'y aura pas de gaspillage, puisque manifestement, on s'en rend compte, mais il ne se passe rien. Il faut d'abord une volonté politique. Je pense que sans volonté politique, il n'y a rien. C'est quand même la première condition. Si c'est le président de la République qui, aussitôt élu, demande à la Cour des comptes de travailler là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est différent des rapports classiques de la Cour des comptes. Vous le ferez, du coup. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Ouais. Je le ferai. Et deuxièmement, je ferai une autre chose, je créerai un haut commissariat à la simplification des normes administratives, qui sera là aussi rattaché au président de la République et qui aura pour rôle de simplifier toutes les normes qui sont des sources de dépenses, etc., et d'impôts et de taxes. Énorme. Énorme. Ouais. Et donc je pense que là, il faut vraiment, là aussi, une volonté politique très ferme pour imposer à l'administration. Là où vous avez raison, c'est que ça ne sera pas aisé et ça prendra tout le quinquennat. C'est une méthode de fonctionnement gouvernemental qui s'imposera au fur et à mesure. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça c'est sûr. Très bien. Dans le rapport annuel justement de la Cour des comptes sorti la semaine dernière, on se rend compte avec effarement du niveau de la dette en France et de la dynamique de la dette en France. Sur tout le quinquennat, il y a une progression inouïe de cette dette. Président de la République, que ferez-vous pour régler cette dette? Est-ce que vous allez laisser filer? Il y a un petit bouquet. Je suis en guerre avec ce micro. Je le sens bien. Non, je pense que ça fonctionnera sans. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour cette dette? Est-ce que vous allez vouloir la réduire? Est-ce que vous allez vouloir la maintenir? Quel va être votre objectif et quels vont être les moyens pour y parvenir? Il faut évidemment essayer en tout cas de casser cette progression folle. Et pour cela, je vous l'ai dit, nous allons faire des économies à la fois sur le modèle social et sur l'État et sur les collectivités locales. Mais il faut bien comprendre que nous avons deux dangers qui nous guettent. Le premier, c'est le retour de l'inflation qui risque de pousser à la hausse des taux. Parce que pour l'instant, la dette est indolore, parce que nous sommes rachetés par la Banque Centrale Européenne et à taux quasiment zéro. Évidemment, si l'inflation continue à remonter, si les Allemands font pression sur la BCE pour remonter les taux, parce qu'eux sont déjà à une inflation de 5%, il va y avoir vraiment de grosses pressions et sur la BCE et au sein de l'Europe, parce que les Français et les pays du Sud ne supporteraient pas une augmentation des taux. On va vers des gros désaccords et des gros affrontements au sein de l'Union européenne. Et là, la dette française risque d'être... Là, on va payer la folle politique d'Emmanuel Macron depuis 5 ans et des prédécesseurs. Par ailleurs, une dette, vous savez, c'est toujours la même chose. Au Japon, ils ont une dette de 250%. Et c'est eux qui la possèdent. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose que si c'est possédé par des résidents étrangers, ou même aujourd'hui, je crois à peu près 80% de la nouvelle dette est financée par la BCE et en fait par la Banque de France. D'ailleurs, c'est un paradoxe, car nous avons réinventé, la Banque Centrale Européenne a réinventé le financement monétaire du Trésor par la Banque Centrale. Mais enfin, ça, c'est un des paradoxes dont l'histoire est coutumière. Donc, je pense que dans un premier temps, nous devons faire très attention à ce que la BCE continue cette politique, car sinon,
les tensions sur le fameux spread, vous savez, les taux d'intérêt entre l'Allemagne et les autres pays risquent de s'aggraver. Et nous avons vraiment là... et évidemment, nous devons, comme je l'ai dit, donner des exemples de bonne gestion. Nous devons réduire très vite cette dette, nous devons réduire très vite nos dépenses. Je pense que je donnerai l'exemple avec les dépenses sociales, avec le retour de la solidarité nationale, avec aussi une lutte contre la fraude, qu'on évalue entre 15 et 45 milliards, c'est toujours difficile, mais en tout cas, nous créerons des brigades anti-fraude, nous installerons la carte biométrique, nous ferons des contrôles à l'étranger dans les consulats pour vérifier le nombre de retraités réels et qui ne sont pas morts comme en Algérie, voyez, etc. etc. Ouais. Donc il y aura toute une politique pour réduire les dépenses, pour réduire la dette, mais nous allons passer, je pense, des mois difficiles, vous voyez, si les évolutions actuelles se confirment. Très bien. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Baptiste Léon, qui est le directeur des publications, qui est juste ici. On a regardé votre programme, point par point. On a quelques questions sur chacun des points. Ah d'accord, allez-y. Donc je te laisse poser tes questions. Monsieur Zemmour, un contribuable associé demande la suppression des droits de succession et de donation. Alors, on sait que 14 États de l'OCDE sur 38 y ont déjà renoncé. Alors, nous, on estime à contribuable associé que le patrimoine qu'il frappe a déjà été taxé à plusieurs reprises. Ce qui est en grande partie vrai. Dans votre programme, vous prenez la fin des droits de succession et de donation pour les entreprises familiales. Absolument. Alors, deux questions à ce sujet. Pourquoi ne pas étendre cette proposition à la transmission d'entreprises à ses salariés, notamment pour les chefs d'entreprise n'ayant pas d'héritier? Et deuxième question, pourquoi ne pas étendre cette exonération aux transmissions de patrimoine entre particuliers? Alors, pardon. Ah, vous avez un... Non, mais j'ai dit que je suis... C'est pesé qui... Bon, qu'est-ce que je fais? Attendez, je vous aide. Hop. On essaye d'économiser le budget. On économise le budget chez contribuables associés et donc, malheureusement parfois des impairs. Alors, je réponds à la seconde question si vous me permettez avant la première. Parce que la seconde, vous avez raison, je ne supprime pas les droits de succession pour les particuliers, mais en fait, je les supprime pour quasiment 95% des gens. Je vous explique en 2 mots, c'est très rapide. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire des donations à ses enfants 100 000 € tous les 15 ans. Je porte cette somme à 200 000 € tous les 10 ans, et pour chacun des enfants. Et j'ajoute à cela les grands-parents, qui pourront eux aussi donner 200 000 € tous les 10 ans, pour chaque petit-enfant. Je pense que là, ça touche à peu près toute la France, je vous dis, à part 4 ou 5% de la population. Donc je réduis quasiment et je supprime carrément les droits, parce que vous avez raison, sur le principe, ce sont des sommes qui ont déjà été touchées par beaucoup d'impôts successifs. Donc vous avez tout à fait raison sur le principe. Par ailleurs, vous m'avez dit, pour les entreprises aux salariés, je pense que nous devons favoriser la transmission des entreprises familiales. Je vous dis ça parce que je vois en Italie et en Allemagne, il y a un taux de transmission bien supérieur. Il est à plus de 50% pour les Allemands, il est à plus de 65% pour les Italiens, et nous, il est à 25%. Il y a évidemment une raison majeure qui est ce que vous pointez. Donc, les Italiens ont des entreprises qui existent depuis des PME, qui grandissent, qui deviennent des ETI, et qui existent depuis 100 ans, 150 ans, c'est magnifique, avec des héritiers, toutes les générations qui continuent ces sociétés. Nous devons absolument faire la même chose. C'est pour ça que je me suis focalisé et polarisé sur les transferts aux héritiers. Il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs qui, au moment de céder leur entreprise, n'ont pas d'héritiers à leur disposition, et leurs salariés seraient prêts aussi à récupérer cette entreprise. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur faciliter la tâche? On leur facilite la tâche, mais c'est vrai que je n'ai pas prévu, enfin je parle sous le contrôle de mes camarades, je n'ai pas prévu la même exonération. Très bien. Voilà. Très bien. Second point, contribuable associé demande la suppression réelle des régimes spéciaux de retraite et l'instauration d'un volet de retraite par capitalisation qui, selon nous, permettrait de réduire le poids des pensions pour les finances publiques.
Vous, quant à vous, vous souhaitez pérenniser le système des retraites par répartition en reportant l'âge de départ à 64 ans. Alors, en vertu du principe à cotisation égale, retraite égale, entendez-vous aligner les régimes du secteur public et du secteur privé? Vous voulez vraiment me faire perdre les élections. Je vous sens, là, c'est encore pesé. Ce n'est pas seulement mon micro. Non, je vais vous répondre sur deux choses différentes. Sur les régimes spéciaux, je sais qu'on fantasme beaucoup sur les régimes spéciaux, je comprends, les gens qui peuvent partir à 50 ans, la SNCF et tout ça. Il y a sûrement des réglages à faire là-dessus. Mais sur la philosophie, j'étais très frappé quand Emmanuel Macron a voulu faire son système de retraite par points. J'ai compris quelque chose à ce moment-là, parce que j'ai discuté, etc. Ces régimes spéciaux ne sont pas tous illégitimes. Vous voyez, j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Sinon, je réagissais comme vous, spontanément, l'égalité, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, en fait, il y a des situations particulières. Il ne faut pas, de façon un peu sommaire, un peu, vous voyez, un peu vouloir tout mettre sous la même équerre. Et je comprends l'objectif, évidemment. Il y a des privilèges dépassés. On sait tout ça. Mais le principe ne me choque pas. Surtout, en plus, il y en a beaucoup moins qu'avant. On dit toujours les 42 régimes spéciaux, mais en fait, il n'y en a plus maintenant qu'une quinzaine ou un truc comme ça. Donc, ça s'est déjà beaucoup réduit. Voilà, vous voyez, sur le principe, je ne suis pas un militant anti-régimes spéciaux. Après, il faut nuancer, il faut réduire. Pour le reste, alors, pour la capitalisation, encore une fois, philosophiquement, je comprends. J'entends très bien ce que vous dites. Mais là, au-delà de la plaisanterie, c'est inaudible en campagne électorale. Elle existe pourtant déjà, notamment pour certains fonctionnaires. Sur les fonctionnaires, ouais. Je sais bien, Madeleine, je sais bien. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on va essayer d'abord de sauver le système de répartition parce que les Français y sont attachés. C'est comme ça, on ne peut pas aller en contre. On peut faire évoluer les choses, on peut faire effectivement, comme on a fait pour les fonctionnaires, certains régimes qui ressemblent un peu plus à de la capitalisation. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il faut d'abord sauver le régime de retraite par répartition. Et pour cela, ce qui est déjà impopulaire, vous avez vu, majoritairement les Français sont contre, mais je pense cela indispensable, et donc de passer de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans par trimestre, évidemment, sur 5 ans, et qui permet déjà une économie de 20 milliards d'euros. Vous en parliez tout à l'heure, mais on y revient parce que c'est un sujet phare pour les membres de Contribuables Associés, à savoir les fraudes sociales. Contribuables Associés propose de déchoir à vie tout fraudeur condamné définitivement du droit aux aides et prestations sociales. Vous en parliez tout à l'heure, hein, les chiffres fluctuent et un récent rapport parlementaire chiffrait cette fraude sociale non détectée à entre 14 et 45 milliards d'euros. Alors, la lutte contre la fraude sociale est vraiment une des priorités de votre programme, ça ressort beaucoup. Vous nous disiez tout à l'heure, vous entendez créer une brigade nationale de lutte antifraude. Vous pouvez nous en dire plus? Comment ça peut se passer selon vous? J'ai pris modèle sur ce qu'a fait Eric Ciotti pour les Alpes-Maritimes, qui a plutôt bien marché, avec sa brigade antifraude qui est allée contrôler les récipiendaires des aides sociales. En plus, je pense évidemment que nous devons, comme je l'ai dit, contrôler les allocations sociales, en particulier les retraites, aux étrangers qui se sont retirés dans leur pays. Il y a beaucoup de fraude, on sait qu'il y a énormément de fraude. Par exemple, en Algérie, de retraités, il y a une floraison de centenaires en fait, qui sont morts depuis longtemps et qui continuent de toucher leur retraite. Il faudra un contrôle dans les consulats, un contrôle physique. Les gens devront se présenter physiquement dans les consulats. Je pense que pour lutter contre la fraude sociale, il y a une mesure préalable indispensable qui a été refusée par la majorité En Marche à l'Assemblée, qui a été présentée mais qui a été refusée. C'est l'instauration de la carte biométrique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 75 millions de cartes vitales pour 67 millions d'habitants. Donc, vous voyez, il y a des choses minimales à faire. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut, comme vous dites, pour une fois que je trouve plus ferme que moi, ça me fait plaisir, une déchéance de droits sociaux à tous les fraudeurs? Pour l'instant, je ne l'ai pas prévu.
Écoutez, en tout cas, c'est sûr qu'il faut sanctionner les fraudeurs. Et déjà, ils auront des amendes, etc. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Je pense que pour l'instant, ça suffira. On verra si c'est plus efficace. Je ne vais pas vous lister toutes les propositions de contribuables associés que nos membres pourront retrouver sur notre site très bientôt. Mais pouvez-vous nous dire rapidement si vous êtes d'accord ou pas avec les propositions suivantes? Êtes-vous favorable à une réduction du train de vie des élus? Et concomitante, une réduction du nombre de parlementaires. Par exemple, 400 députés à l'Assemblée nationale, 200 sénateurs. Oui, j'entends ce que vous dites, mais pour moi, ce n'est pas une priorité. On peut toujours envisager encore une fois, dans le cadre d'une évaluation globale de toutes les gabegies, de tous les gaspillages, on peut effectivement ne pas limiter le champ d'action de cette étude. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a des dépenses bien plus graves que celles-ci. Êtes-vous favorable à une diminution drastique des impôts de production? Ah oui, c'est même prévu dans mon programme. Là, en revanche, vous avez tout à fait raison, ces impôts sont vraiment une aberration, puisqu'ils touchent l'entreprise avant même qu'elle ait gagné le moindre sou de bénéfice. Et d'ailleurs, c'est une des causes du manque de compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes et en particulier allemandes. Donc là, effectivement, j'ai vu qu'Emmanuel Macron s'était réveillé, comme souvent, 6 mois avant la fin de son mandat, et que maintenant, Bruno Le Maire prévoit une baisse de 10 milliards des impôts de production. Moi, je propose 30 milliards, une baisse massive de ces impôts de production, et je pense que c'est vraiment essentiel. Entendez-vous supprimer le Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE? Vous y pensez? De notre point de vue, il ne sert strictement à rien. Oui, vous avez raison, mais bon, quand je serai à mon 3e mandat, que j'aurai modifié la Constitution pour avoir un 3e mandat. Merci Jean-Baptiste. Je vais donner maintenant la parole à nos membres via Florence Dupage qui est en charge chez nous de la relation membres. Nous avons interrogé tous nos membres, nous avons reçu énormément de questions, on en a sélectionné quelques-unes. Et c'est Posé qui a fait la sélection. Et c'est... on a fait la sélection de façon non, il ne faut pas m'en vouloir, moi je suis un adepte du comique de répétition, alors parfois c'est un peu lourd, mais bon... Extra, donc... Alors, bonjour. Bonjour, en fait, madame. ce sont les thèmes qui n'ont pas été abordés, parce que les thèmes qu'a développé Jean-Baptiste étaient déjà abordés. Et largement. Alors, un des premiers thèmes, ils veulent savoir si vous allez mettre un terme à la construction d'éoliennes sur terre comme sur mer. La réponse est oui. C'est très simple. Non, mais vraiment, c'est un oui franc et massif, comme disait le général. Tout simplement parce que ces éoliennes sont en fait une catastrophe esthétique, une catastrophe financière. Il y a eu un tombereau de subventions. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui en ont bénéficié. Et c'est une catastrophe environnementale pour 2 raisons fondamentales. D'ailleurs, la première, c'est que il y a... c'est des blocs de béton qu'on met dans le sol ou dans la mer. Il y a, vous savez, dans les rotors, il y a une terre rare qui est exploitée en Chine, dans des conditions environnementales dont je ne veux même pas savoir le début de ce qui se passe. En plus, comme maintenant on commence à tous le comprendre, c'est une énergie intermittente. C'est 25% seulement de sa capacité. Quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le gaz et le charbon. C'est ce qui explique en partie la hausse du prix du gaz actuellement. Donc en vérité, c'est une catastrophe, les éoliennes. Donc moi, ce que je propose, c'est arrêter toutes les constructions d'éoliennes. Je vous passe la laideur des paysages, on a tous vu ça. Et puis même les fonds marins qui sont abîmés, ou alors les oiseaux qui sont massacrés, et même la santé des gens qui vivent à proximité. Enfin, vraiment, on a du mal à trouver un avantage à ces éoliennes. Et j'oublie encore quelque chose, c'est que c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on achète soit à la Chine, soit à l'Espagne, soit à l'Allemagne.
C'est notre balance tout commerciale. bénef pour notre balance commerciale, Ouais. qui, comme chacun sait, est déjà tellement excédentaire qu'on peut se permettre ce genre de gaspillage. Donc, vous voyez, vraiment, le tableau est uniformément noir. Donc, nous arrêterons. Et à la place, parce que je sais bien qu'il va y avoir une augmentation de la demande d'électricité, avec les voitures électriques, avec la réduction des énergies fossiles, etc. Donc, ce que je propose deux choses. La première, le retour, après 10 ans de dédain et de mépris et gravissime pour la filière nucléaire, qui nous coûte très cher parce que nous avons perdu des compétences. C'est ce qui explique tous les avaries des centrales nucléaires. On en est maintenant à demander ce qu'on appelle en termes pudiques des retours d'expérience aux Chinois, parce que en Chine, nous avons réussi à faire 2 EPR et que donc ils les ont mis en place avant les nôtres. Et donc nous en sommes à demander aux Chinois de nous expliquer un peu ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. C'est vous dire, alors que c'était nous qui maîtrisions cette technologie qu'on leur a enseignée. On marche sur la tête. Ouais. Et ça, c'est Hollande et Macron qui, pour des raisons au départ, mais j'allais dire minables, c'est-à-dire électoralistes, d'accord électoral entre Martine Aubry et les Verts, pour quelques députés verts. Oui, on est peu de choses en France. Hein. Là, je suis assez d'accord pour la réduction du nombre de députés, si ça touche seulement les Verts. Mais plaisanterie mise à part, c'est pour ça qu'on a fermé Fessenheim. Je suis allé à Fessenheim. C'est assez, j'allais dire, émouvant. Pour ceux qui aiment l'industrie, la technologie, etc. C'est très émouvant parce que on voit à quel point tout est neuf. Tout a été renouvelé. C'est à la fois la plus vieille centrale nucléaire française et en même temps la plus neuve. Et d'un trait de plume, Emmanuel Macron a fermé cela. Donc, je vais très vite. Je suis pour la création de 14 centrales nucléaires sur les 20 ans prochaines. 2, je prolonge la vie des réacteurs des centrales nucléaires actuelles jusqu'à 60 ans sur le modèle de ce que font les Américains. 3, évidemment, je supprime l'engagement d'Emmanuel Macron en 2018 de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique, comme on dit, et de fermer 12, il avait prévu de fermer 12 centrales nucléaires. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, il nous explique qu'il va en créer 6 autres, et peut-être même 14 autres, comme par hasard, le même chiffre que moi. Et qu'est-ce que deviennent les 12 fermés? On n'en sait rien. Ça, c'est Akaba, et Macron est un magicien. Donc voilà pour l'énergie nucléaire. Par ailleurs, il faut d'autres énergies alternatives, d'autres énergies qui ne sont pas l'éolien, qui sont la géothermie, qui sont la biomasse, et un plan d'économie des énergies fossiles, à peu près 3 secteurs essentiels, le transport, le logement et l'industrie. Et par exemple, dans le logement, il faut un plan d'économie, qu'on gaspille trop d'énergie, d'énergie et de l'énergie fossile. Vous voyez, en gros, voilà pour la réponse à l'éolien. Très bien. J'avais oublié de préciser que c'était un membre de Haute-Garonne qui posait cette question. Je précise parce qu'on a des membres dans toute la France. Donc, et là, une autre question qui est sur un autre thème. Comptez-vous abroger l'impôt sur la fortune immobilière, IFI? Et là, c'est un membre de Haute-Savoie qui pose la question. Alors, il est évident que l'impôt sur la fortune, première version en 1981, a été une stupidité, surtout qu'à l'époque, il y avait 14% d'inflation, donc on a mis un taux qui paraissait modeste à l'époque, mais qui évidemment, avec la fin de l'inflation et les taux zéro, s'est révélé vraiment très important. Par ailleurs, il n'avait pas prévu non plus la montée des prix de l'immobilier, qui fait que les richesses se sont constituées. Exactement, assez artificiellement. En vérité, quelqu'un qui a un très grand appartement parisien devient très vite éligible à l'impôt sur la fortune, alors qu'au départ, il n'a pas forcément acheté si cher que ça. Bon. Ni un revenu conséquent pour pouvoir... Évidemment. Ça, c'est en plus toute l'histoire vous savez, de l'île de Ré, des gens de l'île de Ré, etc. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, bon. Alors, Emmanuel Macron
c'est assez intéressant ce qu'il a fait. D'ailleurs, il aurait pu le supprimer complètement. Non, il ne l'a pas supprimé. Il ne l'a gardé uniquement que pour l'immobilier. Ce qui est assez intéressant sur sa philosophie. Ce qui est une tradition. Les Français aiment l'immobilier. Oui, mais lui, les Français aiment l'immobilier, évidemment. Les Français veulent tous le château de l'aristocrate dont ils ont coupé la tête en 1793. Mais en vérité, Emmanuel Macron, lui, n'aime pas l'immobilier. Il n'aime pas le bien enraciné. C'est sa philosophie. Il est pour l'argent qui bouge, qui s'échange. Il n'est pas pour l'argent enraciné. Il n'est pas pour la transmission. Il est dans cette philosophie du mouvement, de la fluidité, et non pas de l'enracinement. Moi, je suis tout le contraire. Donc, ce que je propose, je ne veux pas supprimer carrément l'IFI parce qu'on va rentrer dans des polémiques politiques qui vont me détourner du sens profond de ma campagne. En revanche, je veux, je crois, limiter l'handicap, oui, le point le plus noir de cet impôt, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait, pour la résidence principale, de voir son prix monter et d'obérer artificiellement la personne qui en est propriétaire. Donc je sortirai la propriété, l'habitation principale de l'IFI. D'accord. Une autre question d'un membre de la région nantaise. Peut-être y avez-vous un petit peu répondu tout à l'heure. Je vous en prie. Que comptez-vous faire pour simplifier le millefeuille territorial, qui est la cause d'importantes dépenses? Alors évidemment, je crois avoir répondu avec mon conseiller territorial, et le fait qu'on interdira les cofinancements et le fait de rendre beaucoup de compétences aux maires, voilà, de l'enlever aux communautés de communes, etc. Je pense que c'est un premier pas important et utile. Une autre question à propos de la privatisation. Vous avez parlé de la privatisation de l'audiovisuel public. Oui. Et l'autre question est, est-ce que vous envisagez ou prévoyez d'autres privatisations? Non. Pour l'instant, non. Je privatise effectivement le service public France Inter et France 2 essentiellement, pour des raisons à la fois politique et de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, tout le monde comprend, c'est la redevance qui est 138 €. Je pense que ce n'est pas négligeable pour les gens. Et deuxièmement, pour des raisons politiques, car moi, au départ, je n'avais rien contre le service public de la télévision. Je suis même d'une génération qui a beaucoup aimé l'ORTF quand j'étais enfant. Il y avait des choses de grande qualité, même si, avec le recul, je comprends que c'était aux mains de la gauche et des compagnons de route du Parti communiste, mais ces gens-là avaient du talent, et en plus, ils étaient patriotes, et ils aimaient l'histoire de France, la culture française, ils adaptaient des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, et donc c'était une espèce d'école bis, en vérité, pour nous, les enfants qui n'avions pas dans les classes populaires forcément tous les livres à notre disposition, et moi, je me souviens, quand il y avait une série ou un feuilleton ou un film à la télévision adapté d'un chef-d'œuvre de Balzac, je disais à ma mère, bah, tu m'achètes ça. Voilà, je ne les avais pas au départ. Donc vous voyez, je n'ai rien contre au départ le service public, elle a eu un rôle. Aujourd'hui, franchement, c'est à la fois du divertissement, du mauvais divertissement, et en même temps de la propagande idéologique. La propagande, on a bien vu, on voit récemment là, Plus belle la vie, ils ont arrêté Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'était le village Potemkin, c'était Marseille en village Potemkin. Moi, j'avais regardé certains épisodes, c'est impressionnant. Vous suivez Plus belle la vie? Ah non, mais j'ai regardé ça il y a 10 ans, Plus belle la vie. C'est vraiment Marseille en mode Potemkin. C'est le vivre ensemble, et en plus, ils assument la propagande idéologique. Ils assument dans toutes ces séries, dans tous ces reportages, dans tous ces documentaires sur le service public qui veulent faire évoluer la mentalité des Français. Moi, j'appelle ça la propagande. Quand vous avez Madame Ernotte qui dit qu'il y a trop de blancs hétérosexuels de plus de 50 ans à la télévision française, alors là, les bras m'en tombent. Donc, si vous voulez... c'est peut-être parce que je suis visé. Mais franchement, là, on est vraiment dans
la propagande pure. Et je pense qu'on n'a plus, avec l'argent des Français, du contribuable français, on n'a pas à transformer un outil médiatique en outil de propagande. Et alors pour terminer, sur une pointe d'humour, on a un de nos membres d'Île-de-France qui demande si vous seriez d'accord pour rebaptiser le ministère de l'économie en ministère des économies et par conséquent de nommer un ministre des économies. Voilà. C'est assez drôle, effectivement. Non, je ne ferai pas un ministère des économies, mais effectivement, c'est assez amusant. Ça. En plus, vous savez, le ministère du budget est déjà celui qui essaye de verrouiller le plus. Mais il faut faire attention à ça parce que vous avez tout à fait raison, il faut faire des économies, il faut réduire, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas non plus faire comme la direction du budget et avoir une vision court-termiste. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, moi je vous suis tout à fait, vous avez raison, il y a des gaspillages monstrueux, il faut les supprimer, il faut mettre un terme à cette gabegie, mais je pense qu'il faut faire ça avec méthode et faire ça sur le moyen terme, sur le long terme, et voir effectivement les dépenses qu'il faut supprimer et aussi les dépenses qu'il faut augmenter. Par exemple, pour la justice, il faut augmenter. On est tous d'accord. Pour la défense, il faut augmenter. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas dire il faut réduire. Très bien, oui, il faut réduire. C'est évident, on a discuté au début. Mais il faut faire ça vraiment avec la plus grande méthode possible. Merci beaucoup. J'ai 2 questions pour terminer. Je voudrais revenir sur le pouvoir d'achat des Français, puisque ces dépenses publiques, elles génèrent quand même énormément d'impôts, on en a parlé, et ces impôts pèsent énormément. Et le pouvoir d'achat des Français, ce n'est quoi à part le salaire moins les impôts? Je voudrais vous demander, qu'avez-vous comme solution immédiate, parce qu'il y a énormément de Français qui souffrent d'un si faible pouvoir d'achat. Qu'avez-vous à proposer là-dessus? On a vraiment la même philosophie, vous et moi. Je ne sais pas si vous avez suivi mon discours à Lille, où j'ai bien expliqué que le pouvoir d'achat, c'était ce qui nous restait quand l'État nous a pris tout le reste. C'est la première chose, et c'est pour ça qu'il faut d'abord réduire les gaspillages, etc., etc. On ne va pas refaire la discussion du début. Mais vous voyez, c'est fondamental. Après, je fais un constat simple. C'est le grand paradoxe français. Le salaire net est trop bas pour la plupart des gens. Et ce n'est pas mentir que de dire cela. Ils ont raison de se plaindre, sans démagogie. Et le salaire brut chargé, comme on dit, avec les charges sociales, est beaucoup trop haut. Et là aussi, paradoxalement, les employeurs ont raison. En fait, tout le monde a raison. Donc là, on est dans une situation inextricable. Donc moi, j'ai essayé de sortir en trouvant des solutions pour améliorer le salaire net sans alourdir le salaire brut. Et toutes les mesures, je vais vous les donner rapidement, mais elles sont toutes calibrées selon cette philosophie-là. Donc la première, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la baisse de la CSG pour les salaires inférieurs à 2 000 euros, qui peut faire une augmentation de salaire de 105 euros par mois, ce qui fait un 13e mois à la fin de l'année. Et, c'est pour ça que j'ai confondu, j'allais vous dire, je le finance, c'est une mesure qui coûte à peu près 15 milliards, et je le finance avec la suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers, qui rapporterait 20 milliards. Voilà. Ensuite, deuxième mesure, le retour du travailler plus pour gagner plus. Si les gens veulent faire de Nicolas Sarkozy, si les gens veulent faire des heures supplémentaires, ils seront payés avec exonérés de charges salariales et patronales. Troisièmement, c'est ce que j'appelle ma prime zéro charge, c'est-à-dire qu'un employeur pourra donner une prime à un salarié méritant qui pourra aller jusqu'à 3 mois de salaire, 13e, 14e, 15e mois, exonéré de charges sociales. C'est un peu sur le modèle de la prime Macron, mais qui d'abord n'est pas limité à 1 000 euros et qui surtout n'est pas dans toute l'entreprise. L'employeur peut choisir le salarié le plus méritant. Parce que ça fait des mois que je vais en France, que je vais dans tous les coins de France, et à chaque fois on me dit la même chose. Les employeurs me disent « Ah mais moi j'aimerais bien récompenser tel
salarié particulièrement méritant, qui travaille plus que les autres, qui est plus... Et je ne peux pas, parce que, vous comprenez, si je lui donne 5 000 euros, ça va me coûter 4 000 euros en plus. On comprend ? Et les salariés disent, mais c'est injuste, nos salaires sont trop bas, même si on travaille, même si on donne du cœur à l'ouvrage, on n'est jamais récompensé. Il n'y a plus d'augmentation de salaire depuis 20 ans, les chiffres sont terribles, 0,6% d'augmentation annuelle par an depuis 20 ans. C'est pour ça que quand on me dit les patrons ne vont plus donner d'augmentation de salaire et vous allez ruiner la sécurité sociale, je réponds, bah oui, vous êtes gentil, mais de toute façon, il n'y a plus d'augmentation de salaire. Donc autant donner des prix. Ensuite, autre chose, la participation. Vous connaissez tous le mécanisme de la participation voulu par le général de Gaulle, qui est vraiment une mesure, j'allais dire, de philosophie économique, c'est-à-dire de lutte contre la lutte des classes, si je puis me permettre. C'est-à-dire l'employeur et le salarié voient ainsi qu'ils ont un intérêt commun à augmenter le bénéfice de l'entreprise. Mais on a fait, comme d'habitude en France, on est les spécialistes, une usine à gaz très complexe, trop complexe. C'est tellement difficile que la plupart des salariés renoncent à demander le produit de leur participation, qu'il faut des conditions énormes, il faut avoir acheté un appartement, il faut avoir un enfant, il faut... Enfin bon, on ne s'en sort pas jamais, donc on n'y a jamais droit. Là, moi, je simplifie et j'exonère d'impôts. Je simplifie, je réduis, vous savez, aujourd'hui, il faut avoir des entreprises de minimum 50 salariés. Je réduis le plafond, le plancher, pardon, à 11 salariés et je simplifie et j'exonère. Ça, c'est encore autre chose. Il y a évidemment ma redevance, 138 €. Il y a aussi le remboursement, et c'est d'actualité en ce moment, des frais d'essence. Parce que vous savez qu'il y a 18 millions de Français qui vont en voiture à leur travail. Et quand les salariés qui sont dans les grandes villes ont le remboursement de leur transport, la carte Navigo, etc., qui monte à... Et je propose de faire la même chose par mesure d'équité, pour les gens qui prennent leur voiture, mais pour ne pas alourdir trop les charges des employeurs, je limiterai ça à 40 € et ils pourront les déduire ensuite de leur revenu ou le taux d'IS. Voilà, vous voyez. Et dernière chose, parce que c'est important, la politique familiale, parce que c'est lié aussi, c'est par un biais à la politique familiale et par l'autre biais, si j'ose dire, au pouvoir d'achat. Plusieurs choses. D'abord, je rétablis l'universalité des allocations familiales que je réserve aux Français. Je double le plafond du quotient familial et en plus, il y a ma mesure, vous savez, phare, qui est les 10 000 €, la prime, la bourse de naissance aux Français qui ont des enfants dans les zones rurales. On me dit toujours qu'est-ce qu'une zone rurale, et je réponds toujours c'est la définition de l'INSEE, c'est-à-dire des villages, des bourgs de moins de 2000 habitants, ou alors à une distance suffisante des grands de métropole, des grands centres urbains. Parce que je pense que c'est une mesure de justice. On a beaucoup trop privilégié les banlieues depuis 40 ans, et maintenant on va renverser l'ordre de priorité et on va donner l'argent aux campagnes. Moi je veux une politique de la campagne et non plus une politique de la ville. Mais ça évidemment c'est lié à la fois à une philosophie politique générale et en même temps au pouvoir d'achat, parce que ça permettra évidemment à tous les gens qui ont des enfants dans les communes rurales. Alors les conditions, c'est ils ont vécu 2 ans avant et ils vivront 3 ans après. Et c'est débloqué par tiers. Et ils sont français. D'accord. Le micro. Il n'y a plus de micro. C'est fini. Je crois que tout le monde m'entend. Non, mais j'ai décidé de parler sans micro maintenant. On va prendre ce micro. Pour la dernière question, je vous tends un nouveau micro. Pour conclure cet entretien, je voudrais vous poser une question qui n'est pas directement liée aux impôts. Mais vous avez récemment déclaré vouloir supprimer le droit d'ester pour les associations. Ce droit... En justice. En justice. Le droit d'ester en justice. Ce droit d'ester en justice, nous ne l'avons pas. Nous battons pour... nous provoquons des actions en justice et on nous refuse. On nous dit non, vous n'avez pas le droit à la réponse que vous posez. Et je voudrais vous demander, est-ce que nous, qui sommes favorables à ce droit d'ester pour notre association, ce que vous allez en faire? Attention, je précise. Je supprime la loi Pleven de 1972. Et par là même, je supprime le droit d'ester en justice pour les associations politisées qui attaquent
qui empêchent l'État, vous voyez, de mener des politiques qui appellent à un vote politique, qui attaquent l'État pour sa politique migratoire, pour sa politique, etc. Donc là, je supprime le droit d'ester pour ces associations, qui n'existaient pas avant la loi Pleven. Vous voyez, il faut faire attention, ça n'existait pas avant la loi Pleven. Et c'est devenu une machine de guerre, je sais parce que je le subis moi-même, une machine de guerre pour faire taire les opposants politiques. Vous voyez, c'est pas votre but. Eux, ils veulent, grâce à la justice, faire taire les opposants politiques à leurs idées en les criminalisant. Ce qu'ils font d'ailleurs avec moi et avec d'autres. Donc c'est à eux que je pense, et c'est pour eux que je supprimerai ce droit d'ester d'ailleurs, et je leur supprimerai par ailleurs leur subvention. Merci beaucoup. Il ne faut pas les signer. Merci.